Vous avez demandé les actualités animées? Ne quittez pas. Vous avez demandé les actualités animées? Ne quittez pas. Et bonjour, bienvenue dans les actualités de cette semaine du 5 février 2024. Cette semaine, on va parler de beaucoup de sujets assez diversifiés, comme des statistiques sur la vidéo à la demande, le VFX et l'animation française, quels sont leurs rapports, et une chronique sur les longs métrages d'animation en technique rare. Commençons dès à présent. On va commencer par une nouvelle assez humoristique, mais aussi évocatrice de sujets assez compliqués. Ce sont des jeunes travailleuses de l'animation en groupe magazine qui ont travaillé sur une vidéo de sensibilisation sur les problèmes d'emploi qu'elles rencontrent actuellement juste à la sortie de leurs études et une grande difficulté vécue à commencer une carrière professionnelle. C'est une vidéo parodique d'un spot TV imitant un reportage en région et évoquant le fait que malgré les écoles prestigieuses, les promesses des formations de plein emploi et d'entrée, il se trouve qu'à la sortie, la réalité est tout autre. La forme est assez cynique, mais le message est très clair. Beaucoup de difficultés pour les jeunes dans le milieu de l'emploi et des écoles et un milieu médiatique qui ne les écoutent pas. Et chez Parallax, on vous a bien entendu. Bon courage dans cette période difficile. On va se serrer les coudes pour que tout le monde s'en sorte. Mais l'animation, ce n'est pas que la déprime de l'emploi en ce moment. Il y a aussi des célébrations autour de la création, notamment avec une statistique donnée par le Festival national du film d'animation de Rennes sur un panorama assez intéressant de l'animation française. Pour ce festival qui rassemble quasiment toutes les créations faites en France, ont été envoyées 409 œuvres d'animation, dont 171 films étudiants, proches de la moitié, 93 films professionnels, 44 autoproductions et un ensemble de films un peu divers comme des clips, des films d'atelier et des séries. C'est intéressant de voir à quel point cette séparation professionnelle-amateuriste, elle est marquée, et notamment que les films étudiants, films d'atelier et autoproduction constituent une grande majorité des propositions envoyées dans le cadre de ce festival. On peut en conclure ce qu'on veut sur l'industrie, mais en tout cas, en France, nous avons plein de talents et plein de gens qui veulent créer, et ça, il faut le célébrer. Le festival de Rennes, lui, en tout cas, aura bien lieu en avril prochain, et viendra célébrer l'ensemble de la création française sous sa forme court-métrage et sous sa forme long-métrage, et c'est un des grands rendez-vous de l'année, donc renseignez-vous si vous voulez y assister. L'événementiel ce mois-ci, c'est aussi un rassemblement assez important états-unien, le Kidscreen Summit. De nombreuses entreprises liées à l'animation et au divertissement jeunesse s'y rendent, notamment pour vendre et trouver des opportunités de distribution de création. Si c'est surtout représentatif du divertissement américain, plusieurs entreprises à la fois de logiciels et de création s'y trouvent, et c'est un bon endroit pour constater les dynamiques de production actuelles. Et les dynamiques de distribution internationale, c'est un sujet important pour l'animation, à cause de ses grands coûts, et on a une nouvelle heureuse, il y a quelques jours de cela, partagée par Animation Magazine, qui est le soutien de l'Europe à deux séries d'animation à venir, Ray and Ruby et Piggy Anderson, deux séries qui avaient été pitchées dans le cadre du Cartoon Forum en septembre dernier, qui vont avoir un accompagnement à la fois financier de Europe Broadcasting Union, mais aussi des contrats de diffusion dans de très nombreux pays européens. C'est dans ce genre de cadre que se créent des dynamiques positives de distribution avec à la fois de l'argent qui vient soutenir la création et des canaux de diffusion pour faire découvrir de nouvelles œuvres au public. Et chaque année, des aides européennes viennent donc soutenir la création en animation. Et c'est très intéressant à ce sujet car le CNC vient de sortir une très large étude sur l'observatoire de la vidéo à la demande. C'est une étude qui revient sur des points fondamentaux de changement de méthode de distribution actuelle. Vous le savez, la télé commence à perdre de l'audience et les plateformes web commencent à grandir. Et cette étude ne fait que constater une tendance qui est bien ancrée depuis plusieurs années. Les points positifs à en retenir, c'est que les films de patrimoine peuvent s'offrir une nouvelle vie en ligne, loin des contraintes du cinéma physique ou des programmes de télévision contraignants, et que malgré une très grande domination des plateformes américaines, les plateformes de SVOD françaises continuent à exister et à bien se battre. Le CNC tient aussi à mettre en avant plusieurs points sur la compétition du secteur français et américain. C'est que notamment les plateformes principales restent Netflix, Prime et Disney+, très dépendantes de son catalogue animation. L'arrivée sur le marché de Paramount+, mais c'est un marché très compétitif où les offres ont une tendance générale à l'augmentation. La compétition se caractérise aussi par le développement de séries dites originales, où les plateformes sont productrices directes de ces séries, et qui soutiennent aussi des productions hors américaines. Mais tout de même, dans les interfaces, le contenu américain reste le plus suggéré aux utilisateuristes. Pour l'animation, quelques statistiques intéressantes à connaître. La première, c'est que 70% de la consommation sur les plateformes de SVOD, ce sont des séries TV, à la fois par leur longueur et leur capacité à garder un public, que les programmes jeunesse aussi restent une partie importante des visionnages, et que en termes de genre de film, l'animation est quand même très bien représentée, venant juste après la fiction et loin devant le documentaire, le spectacle vivant ou les autres types de programmes.
On est donc bien représenté, même si encore destiné principalement à un public jeunesse. La grande ombre au tableau de cette étude, c'est évidemment le changement de paradigme. Il y a quelques années, les chaînes télé faisaient la pluie et le beau temps, et maintenant, c'est les plateformes internationales qui le font. Pour l'animation, cela pourrait aussi se caractériser par une baisse des investissements des chaînes télévision françaises, qui ne sera pas nécessairement reprise par les plateformes américaines, et même si actuellement les syndicats et associations de producteurs essaient d'imposer aux plateformes américaines un investissement et un soutien minimal au cinéma français, il reste à voir si cela suffira à soutenir la croissance de l'animation qui, en termes d'emploi ces derniers temps, bat de l'aile, comme on a pu le constater à de nombreuses reprises. C'est tout ce que je pouvais vous apprendre sur l'observateur de la vidéo à demande. Le dossier d'une plus de 50aine de pages reste disponible sur le site du CNC. Mais il y a une autre étude CNC dont je dois vous parler, et aussi extrêmement intéressante, c'est celle sur l'emploi dans les effets visuels numériques, les fameux VFX français. Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps car dans l'esprit c'est vraiment une redite de l'audience et du CNC sur les statistiques proposées pour le secteur du film d'animation. Et cela, ça s'explique tout bonnement parce que même si les entreprises sont différentes, eh bien 44% des postes du secteur du VFX sont de l'animation. L'industrie du VFX en France est assez particulière parce qu'elle touche plusieurs domaines concomitants. L'audiovisuel, le cinéma dit live qui a besoin d'effets spéciaux extrêmement puissants, mais à un certain niveau de photoréalisme, on ne parle plus d'animation. Le vidéoclip, la publicité, les programmes institutionnels et le jeu vidéo bénéficient également énormément de ces savoir-faire, donc ce sont des métiers qui sont très très proches des nôtres dans l'animation. L'industrie du VFX en France, elle est aussi beaucoup plus jeune que l'industrie de l'animation, installée depuis beaucoup plus longtemps, et elle a été très dépendante ces dernières années des soutiens publics à la création. Le but avoué du CNC, c'est de recréer une industrie forte en France pour que des productions françaises et américaines aient recours aux studios français pour des effets spéciaux à grande échelle. Ce soutien du CNC, il s'est caractérisé par plusieurs actions. En 2016, un assouplissement du crédit d'impôt pour pouvoir soutenir des productions plus ambitieuses. En 2017, la mise en place des aides à la création visuelle et sonore par le CNC. Et en 2022, une mise à jour des CVS, une aide donnée pour l'innovation visuelle. Toutes ces aides, elles ont eu pour effet de faire grandir le secteur, à la fois en termes de dépenses, mais aussi en termes de nombre d'employés. Et côté salarié, on va rester exactement dans les mêmes constats sociaux que dans l'animation. C'est une population très jeune, c'est une population largement masculine, c'est une population très largement en CDDU, des contrats courts renouvelables. Et ces statistiques, elles concernent environ 4000 personnes, 1079 en emploi permanent et 2975 en emploi intermittent. Voilà, le constat il est le même qu'en animation. Le secteur génère de l'argent, le secteur est en croissance, le secteur est soutenu par des grosses productions qui ont besoin de larges effets spéciaux comme dans les films Les Trois Mousquetaires, Le Futur, Chien et Chat, mais aussi des travaux de commande pour la publicité assez importants. La stratégie de soutien du CNC continue à encourager une croissance, mais les problèmes sociaux de sexisme, d'employés très jeunes qui n'arrivent pas à vieillir dans l'industrie et de stagnation des salaires doivent continuer à être questionnés et potentiellement solutionnés si on veut que cette industrie dure sur la longueur. En tout cas, en animation, c'est notre industrie sœur, il faut la connaître, la respecter et comprendre les problématiques similaires qui traversent nos deux industries. Bon, après tout ça, on va se détendre un peu et on va parler de projets à échelle humaine, notamment des parcours pour les réalisatrices via les résidences. Et cette semaine, il y a deux résidences intéressantes qui sont la Maison des Auteurs à Angoulême et la résidence jeunesse Folimage. La Maison des Auteurs, c'est une résidence cyclique avec 3 entrées dans l'année qui a lieu à Angoulême, une grande ville de l'animation et de la bande dessinée, et qui accueille sur des périodes de plusieurs mois des autoristes qui veulent développer des projets graphiques et notamment des films d'animation. La résidence ne propose pas de dotation, mais des locaux qualitatifs accompagnés d'autres artistes, ainsi que de la visibilité dans le pôle de l'image locale Magélis, et un cadre sain de travail pour pouvoir pratiquer et développer ses projets. Si tout cela ça vous parle, vous avez jusqu'au 10 février prochain pour envoyer votre candidature, mais si vous la loupez, vous pouvez retenter votre chance le 10 juin ou le 10 octobre prochain. Et si vous habitez vous-même à Angoulême, sachez qu'il y a des portes ouvertes très régulières pour à la fois rencontrer les autoristes et voir l'espace de travail disponible. Une autre résidence en cours depuis plusieurs années et qui a porté ses fruits à de nombreuses reprises, c'est la résidence jeune public Folimage. Folimage, grand studio valentinois, propose chaque année à des nouvelles autoristes de porter un projet de court-métrage destiné à un public jeunesse au sein de leur entreprise. Cet appel à projet il est vraiment très intéressant parce que c'est une résidence de plus de 6 mois et qui se conclut par la réalisation entière et la diffusion par Folimage de votre projet de court-métrage jeunesse. On a pu y voir récemment des projets comme Le tout petit voyage des Willy Worms, Kiko les animaux de Yawen Zhang ou le tout récent La boulangerie de Boris par Massa Avramovic. Donc, si vous avez un projet de court-métrage jeunesse, que vous voulez travailler au sein d'une entreprise très solide qui est Folimage, avec à la fois son espace de travail et son réseau de diffusion, vous avez jusqu'au 31 mai prochain pour envoyer votre dossier. On va continuer l'émission avec la section Les belles images.
Comme chaque semaine depuis ce début d'année, je vais vous parler d'une sélection de films qui a été présentée dans le dossier Écran Total hors série de cette année. On parle cette semaine encore de long métrage, mais cette fois-ci sous l'angle des techniques rares. En animation, le court métrage reste le format le plus expérimental et qui permet le plus d'originalité dans les techniques, mais parfois cette originalité se retrouve aussi dans les projets longs, et on va aborder quelques-uns des sujets qui prennent des formes originales. Une forme originale, ça peut par exemple être la stop motion. On a cette année quelques films en volume, dont le très beau et très prometteur Les Oiseaux de porcelaine de Ru Kawahata et Max Porter. Les Oiseaux de porcelaine, c'est un film entièrement en stop motion qui suit l'histoire de Caillou, une lycéenne japonaise qui vient s'installer en Californie, dans la Californie des années 90, et qui va à la fois découvrir cette nouvelle vie américaine dont elle n'a pas l'habitude, mais aussi être confrontée à des éléments fantastiques. Les Oiseaux de porcelaine, c'est un long métrage semi-autobiographique de Ru Kawahata qui parle elle-même de son expérience du déracinement à son arrivée aux États-Unis dans sa jeunesse. Visuellement, ça promet une animation stop-motion vraiment très qualitative et je suis très intrigué de comment l'aspect porcelaine va être retranscrit dans le film. Le projet est encore en développement chez Miyu, mais des premiers financements ont été trouvés, donc on espère que la production pourra commencer bientôt. Autre projet stop-motion qui nous parle des tourments de l'adolescence, c'est La vie en gros. Chez Novanima, Barletta et Novinsky, c'est un projet qui est actuellement en cours de production et qui va nous raconter l'histoire de Ben, un enfant de 13 ans qui est complexé par son corps, notamment le fait qu'il se trouve trop gros et que ça l'empêche de déclarer sa flamme à Claire, la fille dont il est amoureux. C'est un film qui va aborder la question des complexes adolescents liés au corps et notamment de la grossophobie. Un premier trailer très prometteur avait été diffusé dans le Cartoon Movie il y a 2 ans de cela, et je suis intéressé de savoir comment la technique de stop motion pourra être utilisée pour parler des complexes liés au corps. On va passer par un dernier projet en volume qui est en banc titre cette fois-ci et en papier découpé. C'est Le Secret des Mésanges par Antoine Lancio. C'est une production Folimage jeunesse qui vient nous parler de Lucie, une petite fille qui vient redécouvrir sa famille, qui organise des fouilles archéologiques à côté de sa maison familiale, à la campagne. Côté technique, ça me fait très plaisir de voir du papier découpé utilisé pour du long métrage. Il faut avouer que c'est une technique qu'on voit extrêmement rarement pour des productions de cette longueur. L'utilisation du papier pour sa transparence, les motifs et les mouvements qu'il induit dans l'animation des personnages me rend très intrigué, et les premières images des décors qui sont proposées sur le site de Folimage sont vraiment très charmantes. C'est un film qui est actuellement en cours de tournage et dont on pourra donc voir le résultat final probablement l'année prochaine. En parlant de forme originale, il y a 2 projets qui ont piqué mon intérêt pour leur utilisation de techniques mixtes. En animation, on a souvent des combinaisons d'animation 2D et 3D pour résoudre des problèmes techniques, mais ici ça a l'air d'être un parti pris graphique très important pour les films. Et ce sont 2 films aussi qui prennent une forme de conte musical assez intéressante. Le premier, c'est Ogress, réalisé par Cécile McLaurin et Lia Bertels, qui est un film musical développé autour d'un album concept qui est dédié à un conte fantastique autour du personnage de la Vénus Hottentote, une artiste performeuse noire qui a été exploitée en France après avoir été amenée de force, et qui actuellement est en train d'être contextualisée dans la culture comme une grande victime de la colonisation, à voir comment le film aborde ces sujets. Mais côté technique, on peut s'attendre à des passages musicaux intéressants basés sur l'album concept et qui vont mélanger des passages en clip 2D et stop motion, donc je suis très curieux de voir le résultat. Et chez Autour de Minuit, on a un autre projet intéressant musical, c'est Le Roi de Minuit. Un projet avec des ambitions graphiques très élevées, c'est dans Dark Crystal, Princesse Mononoke ou Le Bon Gros Géant, et qui va nous raconter sous forme musicale et visuelle l'histoire d'un garçon perdu dans une forêt fantastique. C'est réalisé par Chris Lavis et Maciek Skarbowski, et comme souvent dans les productions Autour de Minuit, on peut s'attendre à un projet qui va jusqu'au bout dans ses intentions graphiques et scénaristiques, et ça me rend très curieux sur la forme finale. On va finir sur 2 projets extrêmement radicaux aussi dans leur proposition graphique. Le premier, c'est Planète de Momoko Seto, qui est un film nous racontant l'odyssée de graines de pissenlit à travers l'univers. Et ici, la technique est parfaitement unique, c'est un mélange d'animation 3D pour les personnages graines de pissenlit et de timelapse d'éléments naturels et minéraux qui sont accélérés et recomposités pour mettre en scène un monde en perpétuelle évolution. Cette technique très expérimentale a été mise au point par Momoko Seto, qui est une réalisatrice qui vient du milieu scientifique et a réalisé plusieurs courts-métrages utilisant cette technique. Elle va ici pouvoir la raffiner sous la forme longue, avec des budgets et l'apport d'une narration qui était absente jusqu'ici dans ses films. Ça se fait chez Miyu également. Et la dernière proposition graphique dont je parlerai ici, c'est un grand coup de cœur de Parallax, c'est le travail de Virgin Keaton et de son long-métrage Bataille. En cours de production chez Iliad Film. Ici aussi, la proposition graphique est extrêmement radicale. On nous raconte l'histoire d'une bataille italienne, et pour nous raconter ça visuellement, ont été scannés des centaines de tableaux de maîtres qui vont être découpés, recomposités et animés pour créer des scènes de bataille dantesques, montrer la foule et la violence de la guerre, et tout cela avec une maîtrise technique très impressionnante que Virgin Keaton a pu tester dans ses courts-métrages précédents, qui eux aussi proposaient des innovations techniques extrêmement intéressantes sur le travail de la matière, du temps et la déformation des éléments naturels. Je suis très très curieux de voir le produit final de tout cela, à mi-chemin entre de l'art contemporain et du long métrage narratif.
ce sera probablement un des films les plus marquants des années à venir. Voilà, j'étais très élogieux des films dont j'ai parlé, mais vraiment, les innovations techniques en long métrage sont un sujet qui me fascine beaucoup, et je suis très content de voir que la France a ça dans le ventre de faire des propositions aussi nouvelles, et que l'animation continue à se renouveler dans son travail graphique. Et on va finir l'émission avec les sorties cinéma, et il y a beaucoup de sorties cette semaine en raison des vacances scolaires, beaucoup de sorties courts-métrages. Mais commençons par les longs-métrages, avec Le Royaume de Kensuke de Neil Ball et Kirk Henry. C'est un film d'animation 2D familial qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est naufragé en mer sur une île déserte et qui va y rencontrer Kensuke, un homme vivant en ermite sur l'île depuis des années et qui est devenu ami avec la communauté d'orang-outans locale. Tous les deux, ils vont devoir apprendre à se connaître, à connaître l'écosystème de l'île et à les défendre de braconneurs qui veulent ruiner ce paradis. C'est un film d'animation anglaise à l'animation 2D très poussée et qui vient adapter un classique de la littérature. L'autre long métrage qui sera lui un peu plus anecdotique, c'est Pororo, l'île au trésor, qui est un film sud-coréen de Kim Yoon-ho, qui nous raconte l'histoire de Pororo, un petit oiseau qui va vivre des histoires de pirates avec ses amis. C'est l'animation 3D vraiment très économique, il faut le dire, et qui est orientée pour les tout petits. Du coup, en termes d'ambition graphique et scénaristique, je pense qu'on va rester sur une proposition très sage. J'ai une petite faiblesse pour ces personnages en 3D low poly, mais à part si vous avez une vraie curiosité pour du cinéma étranger pour les tout petits, je crois que ça restera une simple curiosité de calendrier. Pour le reste des sorties, on va être sur du programme de court-métrage. Le tout premier, c'est Les Toutes Petites Créatures de Lucy Izzard, une production issue du studio Hardman et qui rassemble 12 petits épisodes de la mini-série Les Toutes Petites Créatures. Alors c'est parfaitement adorable, c'est des petites boules de pâte à modeler avec des perles de colis à la place des yeux et qui vivent des aventures dans un tout petit atelier. C'est Hardman, donc malgré la simplicité, l'animation est très expressive et je pense que ça plaira vraiment aux enfants en bas âge. Et peut-être à des fans de stop motion restés des grands enfants. L'autre programme de court-métrage, c'est Roquette et les Mal-Aimés de Hélène Ducrot et Jean-Pierre Poirel. C'est un projet qui est très intéressant pour sa mixité technique, alors que c'est la même réalisatrice derrière tous les projets. On peut y retrouver de l'animation 2D, de l'animation 3D, de l'animation stop motion, de la peinture animée, et même des marionnettes utilisées dans des cas de prise de vue réelle. Ça a l'air hyper créatif, et ça a été fabriqué dans un très court temps. Niveau scénario, ça reste des histoires assez simples pour faire découvrir des animaux méconnus aux enfants et leur faire vivre des histoires avec des images nouvelles. Le tout dernier programme, c'est Les Petits Singuliers, un programme de 4 courts-métrages de Jean Gadarman, Thorsten Drössler, Manuel Schröder, Sonia Gerbeau, Meinardas Valeskivicius. Dans la plus pure tradition française, c'est un court-métrage destiné aux enfants pour parler de la différence, comment la vivre, comment l'accepter, et qui va l'aborder avec des techniques assez différentes de la stop-motion, de la 2D et de la 3D. Ce qui m'a personnellement marqué dans ce programme, c'est 2 histoires, une parlant de neuroatypisme avec des personnages dans des costumes de cosmonautes et de scaphandres, et une histoire avec un enfant et son ami à tête d'éléphant. Je suis content que ce genre de programme existe pour parler des problématiques sociales dès les enfants en bas âge. Voilà, vous avez plein de belles choses à voir pendant vos vacances. Voilà, vous avez plein de belles choses à voir dans les jours à venir ou à rattraper en médiathèque plus tard. J'espère que vous avez appris des choses sur la SVOD, sur les VFX et sur des techniques originales et belles à la fois dans des films longs à venir et des courts-métrages sortis actuellement. Je vous souhaite comme d'habitude de voir de belles choses, parler de belles choses et surtout de créer des belles choses. On se retrouve la semaine prochaine.